Salut à tous et bienvenue sur ce podcast Atomic Leaders. Je suis Romain Tisnet, je suis le fondateur de Talentlers, une société qui accompagne les organisations et les talents sur tous les sujets people et du leadership. Ce podcast, d'où ça vient? En fait, avec Clément Trinquart et Florent Cochet, mes associés sur Club Trust, on a lancé un podcast vidéo, le Talent Club, que je t'invite à suivre sur YouTube et LinkedIn. En faisant cet exercice, je me suis dit que ça pourrait être sympa d'avoir un format un peu plus court en audio pour interviewer des managers et des leaders du quotidien, pour documenter tous les apprentissages et puis surtout leurs best practices qui nous font avancer et justement qui nous font progresser. Et c'est là que ce podcast est né. Atomic Leader, le podcast, c'est parti. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Atomic Leaders. Aujourd'hui, on a Clotilde. Salut Clotilde. Salut. Clotilde, écoute, nous on se connaît depuis quelques années, alors on va pas faire tout l'historique, mais moi je t'ai connu à un moment donné où je t'ai vu justement grandir dans un rôle de manager il y a quelques années. Tu vas nous raconter un petit peu tout ça. Et je suis hyper content de t'avoir avec nous, Clotilde, parce que en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que tu cumules deux spécificités. La première, c'est que tu travailles dans le conseil, et donc tu travailles dans des environnements qui sont des environnements plutôt multimissions, etc. Et c'est des fonctions un petit peu différentes de ce qu'il y a. Et puis, contrairement à des très grosses boîtes de conseil, tu as travaillé dans des environnements plutôt avec des équipes qui étaient assez stables. Et donc, du coup, ça m'intéressait d'avoir un épisode un peu différent avec toi pour discuter un peu de cette posture-là. Donc, merci d'avoir accepté l'invitation. Avec grand plaisir. Alors, les règles du podcast, tu les connais, ça va durer 30 à 40 minutes. On essaie de répondre le plus directement possible aux questions. Concrètement, tu parles à ton nom et pas celui de ta société. Et puis, on essaye de ne pas couper, sinon l'audience le saura. Mais en principe, ça n'est jamais arrivé. Donc, normalement, ça devrait aller. C'est OK pour toi? C'est parfait, oui. Alors, la première question, c'est de te présenter, de nous raconter un peu comment tu es devenue la leader que tu es aujourd'hui. Oui. Du coup, actuellement, je suis déjà senior manager dans une société de consulting, donc, je ne sais pas si on peut le dire, mais partners à Luxembourg. Non, on a le droit. Ah, ok, ça marche. J'ai un peu plus de 10 ans d'expérience au Luxembourg dans les métiers, donc comme tu le disais, de conseil, principalement sur l'audit interne, la conformité, et tout ce qui est gestion des risques. Avant d'arriver au Luxembourg, j'avais pas vraiment de poste de management, donc je faisais l'audit interne dans une société industrielle agroalimentaire, donc pas vraiment pertinent. Et puis après, j'ai rejoint la société Grant Thornton à Luxembourg, où là, j'ai eu différents types de missions. Et au bout de 2 ans, j'ai commencé à gérer une équipe où il y a eu pas mal de rebondissements et où l'associé nous a fait confiance pour créer l'équipe et la gérer et la faire grandir. Donc, on est passé de quelque chose d'assez petit à, comme tu disais, à une équipe assez stable où on avait aussi un bon portefeuille client. Donc voilà, au bout d'un moment, c'est devenu très stable et j'ai voulu voir quelque chose d'un peu plus challenging, si on peut dire, avoir un peu plus de défis. Et donc, après 6 ans chez Grant Thornton, j'ai rejoint Partners où là, ça fait déjà maintenant 4 ans. Je suis dans un rôle de management un peu plus crucial, je dirais, où il y a vraiment tout ce qui est construction d'une équipe, création d'une culture d'entreprise, gérer les missions clients aussi en parallèle. Donc voilà, c'est là où j'en suis actuellement dans le management. Super. Concrètement, dans ces environnements-là, tu as vu un peu différentes choses. Alors, l'avantage de cet environnement, c'est qu'il y a beaucoup de nouveaux qui arrivent. Donc, tu as été beaucoup exposé à développer des jeunes et des choses. C'est quoi les 2-3 grandes convictions que tu t'es faites sur le management, sur le leadership, sur tous ces sujets de collectif, en fait? C'est quoi un peu tes grandes convictions, ta signature à toi sur ces sujets-là? Je pense que mes points clés, je dirais, pour réussir à bien gérer une équipe, et je pense qu'il y en a un, c'est un de mes traits de caractère, c'est vraiment d'avoir de l'empathie pour connaître les gens, essayer de bien comprendre comment ils fonctionnent aussi, parce que chacun est très différent dans une équipe. Et puis, tout ce qui est communication, écoute assez efficace, c'est quelque chose qui est très important, je pense, d'un point de vue management.
Et puis, le dernier, ouais, je dirais, c'est vraiment l'intégration dans l'équipe. Si une personne se sent pas intégrée, alors pour moi, je pense que c'est très difficile de construire quelque chose. Ok, Donc, comment tu vois, enfin, ce dernier point-là d'intégration, c'est quoi? Enfin, comment tu le définirais et qu'est-ce que tu regardes? Comment tu fais attention, toi, justement, à ce point en particulier? en fait, c'est principalement de sentir que la personne, enfin, quand elle arrive dans mon équipe, elle soit pas juste un numéro et que tant sa personnalité, que son expérience passée, que tout ce qu'elle peut apporter, enfin, c'est essentiel pour l'équipe. Ouais. Donc, c'est vraiment même essayer de comprendre un peu les petits points de personnalité que cette personne peut avoir et que l'équipe n'a pas actuellement et essayer de développer ça pour avoir un ensemble assez complet, quoi. Ok. Quand tu dis point de personnalité, tu dis l'idée c'est que justement tu essaies d'avoir une forme de diversité dans l'équipe. Enfin, comment tu dirais que c'est ça que tu essayes de construire quand tu recrutes? Ouais, j'essaye d'avoir des gens qui matchent entre eux, forcément. Après, Ouais. la diversité, on en a extrêmement besoin, surtout en consulting. Donc, c'est aussi l'idée de se dire, bah voilà, si j'ai quelqu'un d'un peu plus organisé, des fois, c'est très bien de le mettre aussi avec quelqu'un qui a un peu moins d'organisation pour Ouais. le faire monter en compétences, mais aussi ouvrir l'esprit de la personne qui est très carrée, par exemple, et Mhm. qui va être un peu challengée par la personne qui va travailler avec elle d'une Un autre peu plus manière. freestyle. Ouais, voilà. Ok, ça marche. Euh, dans ces environnements de conseil, etc., on est exposé à pas mal de chefs, etc. Est-ce que toi, tu as été exposé à un ou une super chef ou alors directement en lien avec un leader ou une leader particulier? Et donc, si oui, on veut des noms, hein. Quelles étaient ses qualités? Enfin, qu'est-ce que tu as identifié chez ces personnes ou cette personne qui t'aide aujourd'hui? Euh, oui, un super chef. C'était une autre période, une autre expérience, mais donc quand j'ai commencé au Luxembourg, j'ai rejoint la société PayPal en compliance pour quasi 2 ans. Ouais. Et donc là, j'avais un chef qui est belge et qui était très ouvert, très dynamique et dans un management assez libre, mais où on devait quand même avoir des bons livrables, des Ok. bons livrables, je pense plutôt en français. Et sa manière de gérer l'équipe, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu, de laisser pas mal d'autonomie, mais donner de la responsabilité. Et en cas de problème, il était toujours disponible, etc. Donc j'ai trouvé que c'était un bon management parce qu'il responsabilisait beaucoup l'équipe. Mhm. Et après, chez Grant Thornton, c'est Carlo Reding qui était l'associé en charge du département d'audit interne et qui, pour le coup, a cette preuve on va dire, de confiance en Martin et moi qui étions deux seniors à l'époque, où il nous Ouais. a vraiment dit en meeting que si jamais on voulait créer l'équipe, la construire, se lancer, gérer les mandats clients, etc., qu'il nous faisait confiance et qu'il ne nous mettrait pas de responsable direct pour nous laisser la possibilité de grandir. Et Ouais. donc, c'était un peu comme un défi. Et cette confiance, cette transparence et ces responsabilités qu'il nous a données, j'ai trouvé que c'était une manière de gérer qui était très intéressante pour moi et qui collait aussi très bien avec ma personnalité. Ouais. Donc, je dirais que ces deux types d'expériences sur la confiance, l'autonomie, c'est quelque chose qui collait pas mal avec qui je suis. Ouais. Donc ouais, pour moi, c'était deux super chefs. C'est un truc qui a résonné. Donc, ouais, quelque part, il y a d'un côté l'autonomie dans la façon que tu avais de gérer ce que tu avais à faire, même s'il y avait quand même une exigence sur le delivery, hein. Mais par contre, ce qui est intéressant dans le deuxième cas, c'est que il y a eu une espèce d'ouverture, enfin, il a quelque part un peu proposé une vision pour que tu puisses t'épanouir. Alors, tu parles de Martin, c'est marrant parce que Martin, je pense que c'est le deuxième épisode de la série, hein, pour ceux qui nous écoutent. Si vous voulez connaître Martin, vous pouvez aller écouter l'épisode numéro 2 ou 3, je sais plus. Mais c'est intéressant ce qu'il a fait comme acte managérial. Quelque part, est-ce que tu penses que tout le monde est capable d'entendre ce message et de le gérer? Parce que c'est quand même, en fait, c'est un peu te pousser dans l'intrapreneuriat. Enfin, là, il y a eu un bon match, mais enfin, est-ce que c'est pas à double tranchant ce truc-là?
pense que ça dépend vraiment du caractère des gens et de leur personnalité. Après, quand on a commencé à faire du conseil, on voit vite que c'était quelque chose qui plaît parce que la vision est de passer de junior à senior à manager et à prendre en responsabilité. Des gens qui n'ont pas envie de prendre en responsabilité, souvent à partir du rôle de senior, vont commencer à vouloir trouver un autre poste, etc. Quand on se projette dans une société en conseil avec ces étapes clés, je pense qu'on a envie de ce défi, on a envie de ces responsabilités, on a envie de gérer une équipe, de voir des gens grandir. Donc, je pense que c'est à ce moment-là que ça se sépare. Mais c'est vrai que de venir avec beaucoup de responsabilités pour quelqu'un qui commence, ce serait peut-être trop tôt parce il faut avoir un bon timing, quoi. Il faut voir déjà si la personne est à l'aise, il faut... Ouais, je comprends. Il y a quelque chose qui est... En fait, il faut que ce truc-là intervienne après le déclic de je veux en faire mon métier. Sinon, si tu arrives un peu tôt, tu peux avoir une espèce de chape de plomb qui tombe où finalement on se dit oula, je sais pas ce qu'il veut, mais moi je sais pas faire. Attends, tout à fait. Ok, ça marche. Tu as dit que tu as travaillé chez PayPal, donc dans une équipe. Donc tu as pu observer finalement la différence entre un management plutôt de run et un management plutôt d'équipe mission. C'est quoi les grandes différences, les grandes spécificités du management dans ton environnement à toi? C'est une très bonne question. Je pense que principalement, dans mon environnement, ce qu'il y a, c'est que les objectifs peuvent changer assez rapidement, les deadlines aussi, et la vision sur le travail, elle n'est pas vraiment à long terme. Dans le day-to-day, on sait ce qu'on a à faire, etc. Je dis pas qu'on a moins de pression parce qu'on a toujours des deadlines et des choses à faire. Dans le run, il va falloir s'adapter aux besoins clients qui, des fois, va être inattendu. On va avoir des deadlines qui changent. On va avoir des équipes aussi qui peuvent changer, travailler. Donc, moi, j'ai souvent eu des petites équipes, donc moins de 10 personnes, mais on travaille pas tous de la même manière, etc. Donc, s'adapter à chacun, à la communication de chacun, c'était des fois assez compliqué. Donc, je dirais que dans le management, il faut être un peu plus proche de son équipe que dans un management, je dirais dans des missions day-to-day. Et donc, du coup, être assez proche, essayer de voir assez rapidement s'il y a des problématiques, des challenges à essayer de couvrir et si l'équipe qu'on a construit aussi fonctionne bien ensemble. Des fois, c'est pas forcément le cas. Donc, je dirais ça. Ouais. C'est intéressant ce truc d'objectifs et de deadline qui bougent. Du coup, t'as amené quelques piliers, donc je propose peut-être de passer sur les différents points. Mais quand tu dis les objectifs et les deadlines bougent, du coup, même toi en tant que manager, ça veut dire que tu les subis, forcément, parce que j'imagine que tu le subis par le client, tout simplement, qui lui a son propre rythme et qui est en dehors. Du coup, comment tu gères comment tu gères le temps de ton collectif dans un scénario où ça bouge? Enfin, tu vois, est-ce que tu as des rituels? Comment tu t'organises ce truc-là? En fait, on demande beaucoup de souplesse quand même à l'équipe. C'est un des traits de travail qui est essentiel et donc on est très clair sur ça au moment de l'embauche. Donc d'avoir des gens qui aiment cette flexibilité aussi et qui ont cette souplesse dans l'organisation de leur travail, c'est essentiel. Après, c'est toute une question de gestion des priorités. Donc, si les priorités changent, essayer d'expliquer pourquoi telle priorité et passe en premier, etc. Passe devant l'autre. Et toujours avoir un œil un peu sur qu'est-ce qui pourrait faire que une deadline change ou autre et essayer d'anticiper au maximum. Après, on a des clients qui sont quand même très compréhensifs. Donc, si jamais il y a des couacs, on s'adapte. Comme on le disait souvent, on ne sauve pas non plus des vies, donc on est dans des métiers où il faut prendre un peu de recul et je pense que c'est quelque chose aussi qu'on essaye de démontrer à l'équipe. On essaye de faire tout ce qu'il faut dans les temps, etc. Après, si des fois ça ne fonctionne pas, tant que la qualité du travail est là, in fine, on n'a pas vraiment de problématique, quoi. Ok. Tu dirais, tu parlais du moment où tu recrutes des gens. Toi, en tant que manager, quand tu recrutes des personnes dans ton équipe,
Du coup, pour ce modèle qui est un petit peu un modèle différent de ce qu'on pourrait trouver dans une boîte standard, à quoi tu fais attention en particulier et comment tu le testes? Enfin, tu vois, c'est quoi tes points de vigilance à toi? Ouais. Je vais pas donner tous les secrets, sinon je vais avoir des recrutements plus compliqués à faire. Ok. Mais non, non, je rigole. Mais en fait, on a toute la partie technique, c'est sûr, qui est importante, l'expérience passée, puisque du coup, c'est quand même le corps du métier et on a besoin d'apporter de la valeur ajoutée aux clients. Ouais. Sur les faits de coller au profil consultant, et je dirais même pour quelqu'un qui a déjà fait, enfin, qui a fait que de l'opérationnel et jamais de consulting, on essaye de voir un peu cette capacité d'adaptation. On propose des situations, on demande aussi quel type de management les personnes aiment Mhm. et s'ils aiment différents types d'organisation. Quelqu'un qui va aimer avoir ses tâches précises du jour au lendemain, qui va aimer être très encadré, etc. Va peut-être sûrement moins s'y retrouver dans un rôle de consultant que enfin, Ouais. par exemple, dans une banque sur un poste enfin, habituel, quoi. Plus classique, ouais. Mhm. Ouais. Ok, donc toi, tu fais surtout attention au fait qu'ils comprennent bien le fait que ils vont être souvent exposés à devoir se débrouiller un peu tout seul et à devoir être agile et à changer ce truc-là. C'est le paramètre que tu testes en priorité. Ouais, vraiment, clairement, c'est ça. Et je le dis souvent en transparence aussi avec les personnes qui postulent, parce qu'on sait si on aime les choses carrées ou ça peut être carré dans un sens, hein, mais on sait aussi quand on n'aime pas que ça change de trop. Enfin, je pense Ouais, que c'est un trait de caractère qu'on a facilement l'habitude d'identifier enfin, ouais, chez bien quelqu'un sûr. ou même chez soi-même. Donc, En tout cas, oui, c'est un des trucs sur lesquels globalement chacun sait s'il préfère un truc qui varie beaucoup et bouge beaucoup ou s'il préfère un truc où il y a une ouais, forme de récurrence dans ce qu'il fait. c'est ça. Quand Nous, on tu... apporte la récurrence sur les sujets et sur la façon de travailler, on va dire, mais sur les clients, sur l'organisation du travail, etc., on peut pas être très, très stable. Donc, Ouais, ouais, il faut une flexibilité, une adaptabilité qui est assez importante en tant que consultant. ouais. T'as amené un truc intéressant aussi qui était sur la complémentarité des gens dans l'équipe et le fait que ça se passe bien entre eux. Euh, Ce truc-là, finalement, c'est un truc qui se gère aussi bien au moment où tu recrutes qu'au moment où tu intègres la personne qu'après dans la vraie vie. C'est quoi Oui. ton petit protocole justement pour faire ça? Est-ce que tu utilises des outils? Enfin, comment tu fais ce truc-là du moment candidat jusqu'au moment où on est chez le client et qu'on bosse? Enfin, ça dépend beaucoup des personnes. Il y a une grande partie un peu de découverte. On peut pas s'entendre tout le temps avec tout le monde, donc c'est assez Ouais, compliqué aussi. Mais il y a cette partie un peu découverte où on arrive à trouver des points communs. Les gens sont aussi enfin, intelligents, donc de manière professionnelle, tout le monde arrive à s'intégrer. Après, on peut se rendre compte que dans des équipes, il y a des très bons matchs et donc ça renforce l'esprit d'équipe, etc. à quoi On tu vois essaye, ça? Comment tu le... C'est intéressant, toi en tant que manager, quand tu regardes ça un peu en vision hélicoptère, qu'est-ce qui te fait dire que là, il y a un truc qui se passe, qu'il y a un très bon match et que ça prend bien, ou au contraire, ça prend moins bien, parce que comme tu le dis, les gens, ils sont quand même pros et tout ça, donc enfin, en général, ils sont polis, corrects, tout ça, donc c'est quoi les petits signaux que toi tu vois qui crépitent? l'ambiance au travail quand ça passe pas mal en discussion, quand ça Ah, dégénère un petit peu. On voit que ça marche bien. Alors, il faut aussi réguler pour que ça continue à être productif. Mais voilà, après, nous, on essaye de faire beaucoup de team building. On fait ouais, beaucoup de repas d'équipe. Enfin, même, enfin, si vous regardez la page LinkedIn Partners, je pense qu'il y a 50% de postes professionnels et 50% de postes enfin, de team building ou d'activité d'équipe. Donc, je pense que ça, c'est très important pour voir aussi là où il y a des personnes qui s'entendent bien, etc. Et mhm, puis après, ben, en fait, à contre-courant, des fois, même quand certaines personnes n'accrochent pas beaucoup, on essaie de les faire travailler ensemble parce que mhm. même si on peut ne pas avoir une affinité
en dehors du travail, on peut se retrouver sur des points de complémentarité au travail. Donc, de forcer des fois les gens à travailler ensemble, ça les rapproche aussi. Et ça permet de créer cet esprit d'équipe. Donc, Dans le recrutement, tu checks cette compatibilité avec des outils de test de personnalité ou alors tu les fais rencontrer les gens de l'équipe? Ou est-ce que c'est toi qui, de ta position, estime qui va s'entendre bien avec qui? Enfin, comment tu gères ce truc-là? alors, dans les processus de recrutement, on essaye d'être, au tout début, quand on était 4 dans la société, les 4 personnes rencontraient les nouvelles personnes. Donc, on avait tous un peu notre opinion. Et ce qui était bien, c'est qu'on pouvait voir si ça fonctionnait ou pas. Ouais. Après, on n'a pas de test de personnalité ou ce genre de choses. On a vraiment plus des questions ouvertes et une communication transparente, que ce soit avec les membres de l'équipe ou quand on recrute. Et après, on fait des tests. Je ne vais pas dire que chez Partners, toutes les personnes qu'on a recrutées sont toujours là. Des fois, ça fonctionne. Des fois, on donne notre chance sur des profils qui sont peut-être plus opérationnels. On essaye de voir si ça passe en tant que consultant ou des fois des personnes qui ont des motivations très fortes, même si on est une petite société, pour voir comment ça peut fonctionner. Et des fois, c'est une bonne pioche et des fois, ça l'est moins, quoi. Enfin, c'est un peu le jeu aussi. En tout cas, le conseil... les recrutements faits parfait. Le conseil, c'est un environnement dans lequel il y a beaucoup d'itérations rapides sur plein de missions et qui souvent révèlent plus vite que dans une boîte normale les gens qui sont faits pour un métier ou pas. C'est-à-dire que tu peux te retrouver 2-3 ans à te perdre un peu sur un métier, on va dire, de run standard, alors que dans le conseil, si tu passes sur 10 clients, normalement, on va voir rapidement que ça marche ou que ça marche moins bien, quoi. Mais c'est vrai que c'est un pari à chaque fois là-dessus. Dans le conseil, justement, on a beaucoup de gens qui y arrivent et qui partent. Donc, il y a ce mouvement d'entrée-sortie. Finalement, comment... alors, je comprends que la partie team building est une partie qui sert aussi un peu à ça, finalement, de fréquemment refaire le point. Est-ce que toi, tu as une façon spécifique de gérer les départs ou les arrivées de nouveaux? Est-ce que tu as une secret sauce, un petit protocole que toi, tu mets en place ou que tu aimes bien essayer de créer pour justement gérer les gens qui s'en vont, parfois juste parce qu'ils ont apporté plein de choses et voilà. Et les gens qui arrivent dans ce collectif qui commence à se constituer quand même. Maintenant, vous êtes une équipe assez grande, quoi. Oui. Donc, quand il y a un départ, le point qui est quand même clé et où on est tout à fait d'accord avec le top management, c'est d'expliquer le départ, que ce soit un départ voulu de la personne ou non voulu. On essaie toujours d'expliquer les raisons parce qu'il y a toujours quelque chose de logique derrière. On parle, on explicite. Ouais, tout à fait. On communique vraiment sur le pourquoi du comment du départ et aussi la vision que le top management a, parce qu'il y a toute une question de vision et de compréhension de la vision par des personnes qui ne sont pas impliquées dans le day-to-day sur la gestion des ressources. Ouais. Et puis, on a, pour chaque arrivée, un processus d'onboarding où là, on essaye aussi de bien impliquer la personne et ce qui passe par même un lunch d'équipe à chaque fois pour rencontrer tout le monde, pour bien présenter et puis pour expliquer aussi les rôles et pourquoi on a pris cette personne, etc. Donc, quand il y a des entretiens même qui sont faits, des personnes qui sont sélectionnées pour rejoindre l'équipe, c'est communiqué toutes les semaines à l'équipe. On indique si la personne a accepté l'offre ou pas, sur quelle même dans le process, alors. Oui. Alors, au premier passage d'entretien, on ne va pas une fois que vous la voulez. Les personnes, voilà, mais une fois que la personne, on sait qu'on la veut et qu'on mentionne dans nos rendez-vous d'équipe que il y a une personne à qui on a fait une offre, par exemple, elle vient de Belgique, elle a fait telle et telle expérience, etc. C'est intéressant. Donc, en fait, avant même que la personne ait accepté l'offre, tu commences à habituer l'organisation au fait que il y a quelqu'un qui arrive, qu'il est plutôt belge, qui fait plutôt ça, qui vient plutôt de tel environnement, qu'il arrivera plutôt à tel grade. Donc, en fait, tu as un espèce de travail d'anticipation qui est important et qui est récurrent, du coup, parce que ça arrive souvent. Oui, tout à fait. Et on fait ça et je pense que c'est bien perçu aussi parce que ça implique les gens de la société. Ils savent ce qui va arriver
Et c'est pas juste on vous impose quelqu'un de nouveau, mais on vous l'a présenté, vous êtes au courant, ça vous donne aussi une idée de comment on se développe. Et je pense que c'est très important, surtout que nous, on n'est pas si petit parce qu'on est quasi une quinzaine de personnes, mais on essaie quand même de construire quelque chose et il faut que les gens s'y projettent. Donc c'est un peu justement, c'est intéressant ça. Alors après, je veux pas d'informations confidentielles évidemment, mais l'idée c'est de se dire, tu vois, tu es dans un projet qui est très entrepreneurial là, finalement, Oui. dans lequel au début il y avait rien et vous êtes en train de faire sortir un truc de terre complètement. Toi, tu fais partie du 4 de départ et donc quelque part, tu as connu la boîte au tout début. Quel niveau d'information, tu vois, c'est quoi, tu penses, qui est important à partager avec une équipe dans le cadre d'un projet où justement on est petit, mais on peut déjà se dire que la boîte dans 5 ans ressemblera pas à la boîte d'aujourd'hui, vu que ça part de ça. Enfin, comment vous dosez ça et est-ce que vous faites un exercice de vision ou au contraire, vous laissez plutôt les choses venir et les gens s'approprient de l'histoire? Enfin, comment ça se construit ce truc-là d'un point de vue managérial et communication? En termes de vision, je pense que la vision des associés fondateurs était assez précise dès le début et donc assez bien communiquée à chaque personne qui nous ont rejoints. On veut quelque chose de proche du client, adapté à leurs besoins, avec beaucoup de retours sur investissement pour le client assez qualitatif. Donc ça met un peu les points clés qui sont attendus de la part des collaborateurs, puisque du coup, on demande de l'adaptabilité, de la qualité au travail, etc. Donc, je pense que dès le début, on arrive à donner cette vision. Après, c'est vrai que il peut y avoir des fois des décisions stratégiques qui sont faites par le top management et pas forcément compris par l'équipe. Il y a des choses qu'on essaye de communiquer pour que ce soit clair. Il y a des choses où c'est une décision du management. Donc là, ça va vraiment être le rôle du manager en tant que tel, de prendre cette décision du manager, de la faire comprendre ou de la faire accepter juste par l'équipe. Et que, s'il y a des problèmes, on en discute. Mais globalement parlant, la décision a été prise et il faut la suivre aussi parce que on est on va pas dire une start-up, mais on est du côté entrepreneurial, comme tu le disais. Et il y a des choses où on reste quand même une société, on n'est quand même pas une famille et il y a quand même des obligations, il y a des choses qui sont importantes à réaliser. Donc, on a cette flexibilité, mais on a aussi ce besoin de dire, là, ça a été décidé, c'est comme ça qu'on le fera. Et c'est au manager, en fait, d'appliquer cette vision du top management. Ok. Donc, c'est intéressant parce que dans ces structures, en fait, finalement, moi, ce que je vois au contact de mes clients et même de nos partenaires, c'est qu'il y a deux typologies d'entreprises petites comme ça. Il y a des petites entreprises qui posent une vision très forte et qui, du coup, ont un narratif qui t'a le faire évoluer. Puis, il y en a qui construisent l'histoire au fur et à mesure, ce qui rend, du coup, ce que tu décris un peu moins facile. Mais je comprends que vous êtes dans le premier cas. Donc, du coup, ça vous donne les outils pour communiquer là-dessus. Dans des boîtes plus entrepreneuriales, et je prends les exemples comme les nôtres, il y a des gens qui sont polyvalents et donc tu as des gens qui sont dans des fonctions hybrides. On en a parlé un peu juste avant l'enregistrement, plutôt des fonctions moitié interne, moitié conseil. Finalement, ça c'est assez spécifique à des tailles de boîtes. Qu'est-ce qu'il y a spécifique? Comment tu gères justement un profil qui travaille à la fois pour des clients et à la fois pour de l'interne? Enfin, tu vois, est-ce qu'il y a un truc particulier à mettre en place ou des espaces à séparer ou au contraire, comment tu gères ça, toi? En termes de management, je dirais que c'est assez compliqué quand on a un poste un peu hybride où une personne va pouvoir faire, par exemple, c'est le cas chez nous, mais on a une personne qui est entièrement dédiée à tout ce qui est administratif, puisque c'est quand même beaucoup plus simple, mais on a une personne qui avait des très bonnes connaissances sur le secteur du recrutement et aussi qui était intéressée par découvrir nos métiers. Donc, on a embauché cette personne avec un objectif de faire 50% de son temps en recrutement et 50% en tant que consultant. Et le management est plus compliqué, pas tant par rapport à la personnalité, mais c'est surtout sur la gestion du temps, c'est-à-dire la gestion des priorités. Donc c'est quelque chose qui demande encore plus d'adaptabilité, je dirais.
et plus en fait de suivi sur la charge de travail, etc. Donc en tant que consultant, on a quand même un outil qui est quand même pratique, c'est les timesheets. Ouais, bah oui. C'est moche et c'est utilisé par beaucoup, mais ça nous permet aussi de se dire, bah voilà, là on a besoin de recruter, peut-être que le temps consacré, ce sera plus du 70% et d'avoir cette souplesse de se dire, bah les tâches de recrutement seront plus de 70%, etc. Ok. Et d'essayer aussi d'avoir un retour sur l'expérience. On peut pas demander à la personne de faire 50-50, sachant que bah, on demande de la souplesse et de s'adapter au fur et à mesure. Ouais, je comprends. Ouais, donc là, tu dis, finalement, ce truc de tâche hybride, il nécessite un suivi plus fréquent, mais comme tu as une partie de la tâche qui est quantifiée, quelque part, ça te permet de voir si tu es complètement dans les choux ou si tu es bien sur la proportion que tu t'étais voté au départ dans l'allocation du temps de la personne, quoi. Ouais, c'est tout à fait ça, ouais. Ok, super. Euh, euh, Toi, aujourd'hui, donc, t'as un management de proximité depuis pas mal d'années, hein, du coup. C'est-à-dire que finalement, en étant dans des structures comme celle-là, ça t'a vraiment donné un backbone très solide sur le management de proximité. Euh, Moi, enfin, on souhaite que votre société elle grandisse et tout. Et donc, dans une société qui grandit, tu vas peut-être être amené à avoir des managers sous toi. À un moment donné, dans une Ouais, structure c'est déjà le peut-être cas, plus. ouais. Voilà, tu vois. Comment tu fais la différence entre du coup ton rôle et enfin tu vois comment finalement on répartit l'acte managérial quand on est sur deux niveaux, enfin c'est quoi ta position là-dessus? Réponse compliquée. Bah en fait, j'essaye de faire un peu ce que j'ai vécu aussi dans mon expérience. Donc, pour tous les assistants managers qu'on a et les managers au sein de Partners, je leur fais confiance pour avoir leur propre façon de manager une équipe, de pas Mhm. vraiment imposer quelque chose. Après, c'est vrai que je veille derrière, je m'assure que la communication, enfin que mes points clés que j'ai cités en fait au début sont Ouais. respectés et qu'il y ait cette communication, cette intégration des personnes et qu'il y ait aussi de l'empathie. Enfin, c'est une marque de flexibilité et de souplesse qui est important, je pense, à avoir dans nos métiers. Donc, je leur laisse assez leur autonomie. Je pense que c'est essentiel aussi. Et puis, c'est en faisant aussi des erreurs de management que des fois, on s'améliore. Ouais. Donc voilà, je fais ça. Après, des fois, je vois que certains outils que moi j'ai mis en place ou certaines manières de faire, ils les réutilisent. Donc je Mhm. me dis que c'était déjà C'était pas si quelque mal. chose de, ouais, c'était pas si mal fait. Après, c'est vrai que comme souvent avec les managers, je suis aussi assez proche et on discute pas mal. Si jamais il y a des problèmes de management, c'est quelque chose qui est aussi ouvert et on peut en Mhm. discuter. Et si on a du mal à gérer une personne en particulier, ben euh, on essaie de voir à plusieurs cerveaux comment régler les situations. C'est toujours sympa d'avoir plusieurs perspectives parce qu'on n'a pas toujours la bonne en tant que telle. Ok, super. Peut-être une dernière question avant la dernière. Comment toi tu te développes, c'est-à-dire, bon, tu as un métier qui est technique, donc la connaissance technique, tout ça, c'est pas tellement mon sujet, mais surtout ces aspects plutôt de gestion, de développement, management, etc. Comment toi tu te développes? Est-ce que tu consommes des contenus en particulier? Est-ce que tu as des livres à recommander? Enfin, est-ce que tu suis des formations? Enfin, comment tu fais ça? Alors, j'avoue que niveau lecture, c'est pas tout à fait mon fort, à part les Ouais. circulaires CSSH que je lis assez Ah, souvent, mais petit c'est moment suffisant. passion. Non, j'ai pas vraiment de lecture à faire. Je pense que moi, ce qui m'a pas mal aidé dans mon parcours, c'est de prendre du recul sur les situations, Ouais. apprendre de ce qui s'est passé et surtout écouter parce que même si je suis assez bornée, j'écoute quand même ce qu'on me dit. Mais je veux Mhm. dire, il y a du bon à apprendre de partout. Donc, Ouais. prendre un peu de recul et de voir aussi les situations, comment elles sont passées et les conseils qui ont été donnés, parce qu'il y a d'autres personnes qui donnent de très bons conseils aussi. Et, euh, et je t'avoue en toute transparence qu'il y a quelques années, tu m'avais donné une formation sur le management et je pense que ce genre de formation était aussi très pertinent pour comprendre. Bah, je me souviens bien que tu avais expliqué aussi tout le cycle d'une équipe, les Mhm. départs, les arrivées, etc., comment construire une équipe et c'était des éléments clés qui ont permis aussi de prendre un peu de recul sur le poste de manager et aussi d'en avoir des outils pour gérer une équipe. Donc,
Ah, Je pense qu'il faut pas c'est vrai, je me hésiter. rappelle à l'époque, vous aviez effectivement modélisé l'équipe et tout. C'était hyper intéressant, ces discussions-là, ouais. Mais c'est intéressant parce que tu vois, le premier élément que tu me donnes me fait penser à ce que tu disais juste avant. En fait, j'ai l'impression que toi, tu fais pas mal en fait, c'est du co-développement qui dit pas son nom, mais tu fais pas mal de rétrospective à plusieurs finalement, Ouais. dans la façon dont tu analyses les situations. Oui, ou même si des fois même sur une situation particulière, hein, des fois j'ai pas les clés et je préfère, chez Partners, il y a des associés, etc. Et donc, je préfère discuter avec les associés en disant, bah voilà ma vision. Est-ce que c'est pertinent pour vous? Est-ce que ça l'est pas? Peut-être que j'ai une vision qui est trop proche en fait des consultants et Mhm. pas assez dans le management, ou peut-être à l'inverse trop strict ou trop basé sur ce que j'ai appris. Ouais, Donc je suis plutôt dans la communication. Alors après, j'essaie d'écouter au maximum parce que c'est aussi le point essentiel de la communication. ouais, Et puis d'en ok, retirer les outils que je peux en retirer, quoi. ok, ça marche. Écoute, merci beaucoup. C'est assez intéressant parce que ce que je retiens, c'est que finalement, dans ce métier de manager de proximité dans la partie mission, en réalité, j'ai l'impression que tu es obligé d'imaginer des espèces de rituels pour être sûr que la personne, on l'intègre avant qu'elle arrive. Une fois qu'elle est intégrée, elle s'intègre vraiment dans le team building. Et puis après, tu as des points de passage pour vérifier que les objectifs changent pas, avec les priorités, etc. En fait, c'est marrant, j'ai l'impression que la grande différence entre ce que tu décris et ce qu'on voit dans des boîtes, on va dire, avec des activités plus standards, c'est c'est le nombre d'itérations. En fait, j'ai l'impression que tu itères beaucoup, beaucoup, beaucoup avec beaucoup de gens, avec beaucoup de clients, avec beaucoup de Oui, missions. Et donc, en fait, c'est le rythme, finalement, c'est quasiment les mêmes tâches, mais avec un rythme beaucoup plus soutenu ouais, tout à fait. dans ce que tu décris. Oui, oui, Ah, c'est exactement ça. c'est intéressant, t'as ton protocole. Impeccable. Écoute, la dernière question, est-ce que tu as, éventuellement un ou une Atomic Leader à nous recommander? Quelqu'un qui aurait, selon toi, alors qui ne fait pas partie de ton organisation, parce que le but c'est de l'ouverture, mais qui aurait, selon toi, un truc intéressant à nous raconter sur les problématiques du management? En conseil, idéalement. Ouais, mais je pense que mon manager, je sais pas, Geoffrey Ledy, il était, Ok. pour que j'ai cité dans les super chefs. Je Ouais. sais pas s'il écoutera ce podcast, mais en tout cas, ouais, je pense que tu peux enfin, il est plus chez PayPal, mais je Ouais. pense que tu peux le contacter. Ok. Eh ben, écoute, l'invitation est lancée. Geoffrey, on essaiera de se contacter pour voir si on arrive à construire un épisode ensemble. Clotilde, merci beaucoup Merci à toi. pour C'est ton temps. intéressant. C'était sympa de faire cet exercice avec toi. C'était vraiment intéressant vraiment de me remettre en contact de ce métier-là parce que moi, je l'ai fait à un moment donné de ma vie, mais pas dans des structures comme la tienne. Donc, du coup, c'est vrai que j'étais plutôt dans une logique de rotation en Big Four, alors que toi, tu as vraiment des paramètres un peu spécifiques dans ces environnements chez Partners. Euh, bah, euh, bon courage pour tous ces projets perso et pro. Merci beaucoup. Et puis bah écoute, au plaisir de se retrouver dans un de nos événements là, We Are, Atomic Leaders, tout ça. On essaie de réunir tous les gens qui nous font le plaisir de venir sur les podcasts. Donc on essaiera de prendre un moment ensemble. Ok? Avec grand plaisir. Ça marche. Super, merci beaucoup. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. On espère que vous avez pris autant de plaisir à écouter que nous à l'enregistrer. Et puis maintenant, à vous de faire votre boulot, liker, commenter tout ça. Et puis à bientôt sur un prochain épisode. Bye bye!